Contente d'être avec vous pour la troisième fois, quatrième, troisième, quatrième. J'ai tellement pris mes habitudes avec vous que je ne compte pas. Madame membre du Conseil constitutionnel, Madame Nicole Maët-Strachey, Monsieur le maire, merci de nous accueillir chez vous. Monsieur le président de la communauté urbaine, merci de votre présence. Madame la conseillère départementale, Monsieur le préfet, Madame et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance de Melun et de Meaux, Messieurs les procureurs et procureurs adjoints des tribunaux de grande instance de Melun et de Meaux, Madame l'avocate générale de la Cour d'appel de Paris, Monsieur le président de la communauté d'agglomération du Val-Maubuée, Monsieur le bâtonnier, oh, j'ai pas vu le bâtonnier. Je m'écoute en passant. Mesdames les présidentes de l'AVIMEJ et de l'INAVEM, Mesdames et Messieurs les permanents et bénévoles, surtout vous, hein, les permanents et bénévoles des associations d'aide aux victimes, Mesdames et Messieurs les avocats, chers maîtres, Mesdames et Messieurs les médecins, Mesdames et Messieurs les conseillers d'insertion et de probation. Tout le monde est là? Je suis heureuse d'être là parce que vous savez en quelle estime je vous tiens. Donc c'est ma quatrième participation à vos assises, mais la porte est constamment ouverte à la chancellerie, au SADJA bien entendu, puisque c'est le service chargé de la gouvernance de l'aide aux victimes, de la politique d'aide aux victimes que j'ai définie, et puis la chancellerie elle-même, puisque vous êtes d'une part membre du Conseil national d'aide aux victimes et d'autre part surtout en permanence les bienvenus. La dernière fois que j'ai été parmi vous, il avait été question des 40 propositions que vous nous aviez soumises dans le cadre de votre contribution à la réforme de la justice civile que je prépare, la réforme J21, justice du XXIe siècle. Et vous nous avez remis donc ces 40 propositions qui ont fait l'objet d'ailleurs d'une séance de travail avec moi-même pour la présentation de ces 40 propositions, et qui ont montré surtout le décalage qu'il y a entre les droits qui sont énoncés, sur lesquels nous avons encore avancé. Vous avez eu l'amabilité de le rappeler, Madame la Présidente de l'INAVEM, notamment dans le cadre de la loi du 15 août 2014. Donc il y a une réalité des droits, il y a encore quelques droits à conquérir, mais la réalité juridique des droits ne doit pas suffire. Il faut nous assurer de la réalité effective de ces droits-là. Sinon, on ajoute à l'injustice lorsqu'on prétend octroyer des droits, reconnaître des droits, mais qu'on ne rend pas leur exercice effectif. C'est donc un souci majeur, et c'est à cette observation que vous avez faite dans le cadre de vos 40 propositions que nous avons passé évidemment au spectre tous les dispositifs que nous avons déjà mis en œuvre, et ce qu'il reste encore soit à inscrire dans la loi ou le règlement, sous forme éventuellement de circulaire, soit à rendre encore plus effectif par les dispositifs spécifiques de la politique publique. Vous avez choisi pour thème de votre congrès, l'année dernière, je me souviens, c'était la relation entre la victime et les auteurs, et je vous avais dit à quel point j'avais été sensible lors de ma première rencontre. La première fois que je suis venue à vos assises, c'était d'ailleurs juste quelques jours après ma prise de fonction, puisque c'était au mois de juin 2012. Je vous avais dit à quel point j'avais été frappée par la générosité des victimes, des associations de victimes et des associations d'aide aux victimes, par la sensibilité aux réalités humaines complexes, difficiles, délicates, et par la lucidité sur le fait qu'il ne faut pas faire deux camps qui s'affrontent avec une espèce de guerre de tranchées interminable, mais qu'il faut tenir compte de l'humanité de chacune, de chacun. Et cette humanité, elle appelle une attention particulière à la victime, un respect de la victime, le souci de ne pas essentialiser la victime, ne pas l'enfermer dans son état de victime, mais au contraire de l'aider elle-même à mobiliser ses ressources et l'accompagner dans l'organisation, la reconstruction de sa vie, la reconstruction de sa personne éventuellement, au-delà des blessures qui peut-être sont incurables, mais au-delà des blessures, au-delà des meurtrissures, aider la victime à retrouver goût, joie à la vie. La victime en est capable elle-même. Lorsqu'elle veut, elle a parfois besoin juste que nous soyons
à ses côtés. Donc ce respect absolu de la victime qui conduit à ne pas l'enfermer définitivement, y compris contre elle-même, dans un état de victime. Et en même temps, cette générosité qui consiste à regarder l'auteur et à faire en sorte que l'auteur ne soit pas, lui non plus, définitivement réduit à être ici à l'acte qu'il a commis, qu'il soit accompagné aussi dans la responsabilisation, au sens où il doit prendre conscience des préjudices qu'il a infligés à une victime, mais en même temps qu'il comprenne qu'il a des actes à poser, des paroles parfois aussi à poser, de façon à apaiser, de façon à réparer au moins par les mots, et ce sont les réparations par les mots sont souvent mieux reçues et plus profondes que les seules réparations matérielles, même s'il ne faut pas réduire les réparations matérielles, et nous allons y revenir tout à l'heure, mais le souci aussi de faire en sorte que l'auteur soit reçu comme une personne et accompagné dans les efforts qu'il serait disposé à accomplir pour notamment sortir de la délinquance, mais pour aussi prendre conscience de qui est la victime, de ce qu'elle a pu subir et supporter, s'en excuser s'il en est capable, et réparer, c'est une exigence du droit. Et je vous avais dit avoir été frappée par le fait que cela venait de vous. Que cela venait de vous, association d'aide aux victimes, donc très proche des victimes, très sensible à la souffrance des victimes, très désireux d'aider, d'accompagner les victimes, mais capable de voir que de l'autre côté, il y a l'auteur et qu'on a eu tendance, par facilité, par habitude, de considérer l'auteur comme complètement hors du champ. Il faut le remettre dans le champ, parce que la justice, par les décisions qu'elle prend, la justice contribue justement à rétablir le lien social. L'acte de délinquance rompt le lien social, parfois le détruit. La justice est chargée de rétablir ce lien social. Elle le fait par le procès pénal. Mais il nous faut aller au-delà. Le procès pénal rétablit ce lien social en prononçant une sanction qui dit la société a posé des règles, la transgression de ces règles a une conséquence, et voilà ce que vaut la conséquence pour vous, pour l'acte que vous avez commis, pour les circonstances dans lesquelles vous l'avez commis, et pour votre attitude vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de la victime, pardon, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de vous-même. Voilà ce que représente la sanction par rapport aux règles transgressées. Mais en même temps, il y a un autre lien social à rétablir, c'est celui de l'appartenance, de la conscience d'appartenance à la société, de la nécessité de reprendre pied pleinement dans la société. C'est aussi la responsabilité de la justice de sanctionner, de veiller à l'exécution de la sanction, mais en même temps d'accompagner aussi pour ce retour dans la société. Et c'est tout le sens, le cœur même de cette politique de prévention de la récidive que j'ai mise en place. Cette année, donc c'était la thématique principale de l'année dernière, même si évidemment, à l'occasion de ces rencontres, vous abordez toute une série d'autres sujets, mais vous structurez vos échanges autour de cette thématique. Cette année, vous avez choisi les victimes d'ici et d'ailleurs. Là encore, une marque de générosité. Une marque de générosité parce qu'il nous reste tellement à faire pour les victimes d'ici. Il nous reste encore tellement à accomplir quantitativement et qualitativement. Mais il y a les victimes d'ailleurs. Les victimes de chez nous qui se trouvent ailleurs, et les victimes d'ailleurs qui peuvent éventuellement être victimes chez nous, ou qui peuvent, les nôtres, résidant provisoirement ailleurs, avoir besoin d'être prises en charge chez nous. Les victimes d'ici et d'ailleurs nous renvoient à la situation du monde aujourd'hui. Une situation relativement chaotique dans certaines zones, marquée par l'émergence de guerres, de foyers de guerre de plus en plus nombreux, par l'irruption traumatique et tapageuse du terrorisme, et bien entendu par les conséquences de ces zones de guerre qui se multiplient et par ce terrorisme qui s'internationalise. Leurs conséquences, évidemment, ce sont des crimes de guerre, ce sont les crimes contre l'humanité, ce sont toutes ces exactions délictuelles ou criminelles qui sont perpétrées, les enlèvements, les prises d'otages, et des conséquences parfois massives telles que le déplacement de populations, cette colonne de population. Et nous savons, le Haut Commissariat aux réfugiés nous a indiqué que nous étions en train de passer le cap des 60 millions de personnes réfugiées dans le monde, c'est considérable. Donc, nous savons que les conséquences de ces foyers de guerre et de ce terrorisme international, ces conséquences, c'est vraiment un traumatisme général sur des millions de personnes.
des millions de personnes qui du jour au lendemain, parfois, voient s'interrompre leur vie paisible, des personnes qui sont obligées parce que la guerre arrive dans leur territoire, parce que le terrorisme s'installe dans leur territoire, ou au moins frappe de façon tellement aveugle qu'il n'y a pas de prévisibilité possible sur les prochains coups. Ces personnes, tout d'un coup, se retrouvent obligées de quitter leur terre, de quitter leur maison, de quitter leur pays. Et ces personnes traversent les mers, les océans, les détroits, et périssent parfois dans ces détroits. Et c'est ça la réalité du monde aujourd'hui. C'est cette réalité que vous avez décidé de prendre en compte en vous préoccupant de l'aide que l'on peut apporter, de l'accompagnement que l'on peut assurer à ces victimes d'ici et d'ailleurs. Lorsque nous avons travaillé sur les perspectives, vous avez montré votre préoccupation sur deux sujets majeurs. Le premier, c'est le nerf de la guerre. C'est un sujet permanent, même si nous améliorons depuis 3 ans les moyens mis à disposition des associations. Nous savons que c'est encore insuffisant parce que nous savons qu'il reste encore des victimes à prendre en charge et que nous n'arrivons pas encore à atteindre. Donc le premier, c'est le nerf de la guerre. Mais ce nerf de la guerre, je viens de dire, mais je vais en donner les détails, nous essayons d'y répondre le mieux possible, non seulement de façon immédiate, mais de façon durable. La deuxième forte observation que vous avez faite, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est le décalage entre les droits inscrits, ce qu'on peut appeler les droits formels, et les droits réels, c'est-à-dire l'effectivité d'application de ces droits. Concernant ce fameux nerf de la guerre, nous en avions parlé d'ailleurs dès les premières assises. Et dès les premières assises, vous m'aviez demandé, je ne sais pas si vous m'aviez demandé ou si vous aviez dit qu'il était indispensable de faire comme ça, parce que c'est plutôt votre champ. Donc, dès ces premières assises, vous aviez évoqué ces contributions victimes, comme vous l'appelez. J'ai entendu la demande, je l'ai trouvée spontanément fondée et même subtile, mais j'ai toujours des tas de petits déclics parce que je suis d'une nature, en tout cas d'une construction intellectuelle, d'une structure intellectuelle qui me conduit toujours à me dire attention, il faut peut-être aller voir dans tous les angles et dans tous les coins s'il n'y a pas un petit bout de poussière resté échappant au regard. Donc je vous ai fait part très vite de mon interrogation. De deux interrogations. La première interrogation, c'était de vous dire une contribution victime qui viendrait des auteurs me paraît rétablir une relation de vis-à-vis entre la victime et l'auteur qui ne me plaît pas beaucoup, parce que justement les sociétés qui ont introduit de la civilité, c'est-à-dire qui ont considéré qu'il faut apporter une réponse institutionnelle à des actes de transgression des règles de vie commune, des règles de vie sociale. Donc les sociétés où on a instauré le procès pénal, tout simplement. Dans ces sociétés-là, justement, on a fait une rupture entre le vis-à-vis, entre l'auteur et la victime, parce qu'on a interrompu ce vis-à-vis qui était celui des sociétés de la force, des sociétés de la vengeance, des sociétés du talion, parce que je vous rappelle que le talion c'était un progrès à l'époque, vous vous souvenez? C'est un progrès parce que dans les sociétés de la vengeance était telle que la loi du talion a consisté à dire c'est œil pour œil. C'est pas 2 yeux pour un œil. C'était ça, c'est terrifiant d'admettre que la loi du talion était une loi de progrès avec 6 guillemets de chaque côté. Mais voilà, donc moi je vous ai dit que ma première inquiétude, c'est que cette contribution victime, elle ressemble quand même à un retour du vis-à-vis. Ma deuxième observation que je vous ai... Alors ça vous a laissé de marre, je me souviens bien, ça vous a laissé absolument de marre. La deuxième observation que je vous ai faite, c'est que une contribution victime qui viendrait des auteurs contiendrait en elle-même une tentation pour la puissance publique, parce que les restrictions budgétaires